Je m'appelle Manon Lefebvre. Je viens d'enterrer ma grand-mère, Marguerite Dubois. Elle avait 78 ans et nous lui avons dit adieu aujourd'hui dans un petit cimetière en périphérie de Lyon. Aux funérailles, alors que les gens quittaient la tombe, son avocat, Henri Charpentier, m'a prise à l'écart. Il n'a pas dit grand-chose au début. Il s'est juste penché vers moi et a chuchoté « Votre grand-mère n'est pas morte de cause naturelle, Manon. Si vous voulez la vérité, venez à mon bureau après le départ de tout le monde. Mais quoi que vous fassiez, ne dites rien à vos parents ni à votre frère. Vous pourriez être en danger. » Il n'a pas attendu ma réponse. Il s'est simplement éloigné, me laissant là, le cœur battant. Je ne savais pas quoi penser, mais quelque chose dans sa voix m'a poussé à le suivre. J'ai attendu que la dernière voiture quitte le cimetière. Ensuite, j'ai conduit directement à son bureau. Quand je suis arrivé, le bâtiment était sombre, à l'exception d'une lumière dans le hall. Et là, debout dans l'ombre près de la porte, se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait ce genre d'yeux qui semblait avoir trop vu, et il m'attendait. Je me suis figé. Je ne savais pas qui il était, mais je savais que tout était sur le point de changer. Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous réalisez que vos proches cachent peut-être quelque chose de terrible? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Si vous avez déjà eu ce pressentiment concernant la famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Après la fin du service funéraire, je me suis attardé près de la rangée de voitures, faisant semblant d'ajuster mon manteau tout en regardant papa et Laure. Ils se tenaient un peu à l'écart des autres, près du monticule de terre fraîche. Je ne pouvais pas tout entendre, mais leur voix portait juste assez dans l'air humide. Laure a dit quelque chose à voix basse et urgente, si elle est partie au bon moment. Et papa a marmonné en retour, les papiers doivent être faits avant que quiconque ne commence à poser des questions. Les mots m'ont frappé comme un vent glacial. Je n'ai pas saisi le reste. Ils se sont détournés quand ils m'ont vu regarder, mais ce fragment est resté gravé dans ma tête. Cela semblait faux, comme une conversation qui ne m'était pas destinée. J'ai pensé aux petites choses que grand-mère avait faites ces derniers mois. Elle gardait des papiers importants enfermés dans un tiroir qu'elle ne verrouillait jamais auparavant. Elle a changé la serrure de la porte de sa chambre une fois, disant que c'était juste au cas où, mais elle n'a jamais expliqué ce qu'elle voulait dire. J'avais mis ça sur le compte de la vieillesse, mais maintenant, ces moments semblaient plus lourds. Quand nous sommes rentrés à la maison, dans la banlieue calme à l'extérieur de Lyon, papa m'a appelé dans le salon. La pièce sentait encore les gratins que les voisins avaient apportés. Il a posé une épaisse pile de papiers sur la table basse et s'est assis en face de moi. Ce sont des papiers pour la procuration médicale et financière, a-t-il dit. C'est pour que nous puissions nous occuper des choses si jamais tu as besoin d'aide. Grand-mère aurait voulu ça. Laure se tenait à côté de lui, les bras croisés, son sourire doux. Elle parlait toujours de s'assurer que tu sois protégé, Manon. Signe juste là où il y a les onglets. C'est la procédure standard. J'ai pris la première page. Le langage était dense, plein de termes juridiques. Il y avait une clause sur la prise de décision par substitution si j'étais jugé incapable de gérer mes affaires. Cela ne parlait pas d'aveu, mais la formulation semblait glissante, comme si cela pouvait signifier plus que ce qu'il laissait entendre. J'ai demandé ce que cela couvrait exactement. Papa a balayé ma question de la main. Juste la routine. Tu n'as pas besoin de lire chaque ligne. Nous sommes une famille. J'ai senti les yeux de Laure sur moi tout le temps. Son regard n'était pas chaleureux. Il était vigilant, comme si elle mesurait à quel point je soupçonnais quelque chose. J'ai posé les papiers et frotté mes yeux. Je suis épuisé par cette journée. On peut faire ça demain? J'ai juste besoin de me reposer. Papa a hoché la tête, mais le sourire de Laure s'est crispé. Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. Elle a touché mon épaule alors que je quittais la pièce, et ses doigts semblaient froids. Je suis monté dans mon ancienne chambre, celle que grand-mère gardait prête pour moi chaque fois que je visitais. Je me suis assise au bord du lit, fixant le mur où elle accrochait mes dessins d'enfance. Mon esprit ne cessait de rejouer ces mots au cimetière, si elle est partie au bon moment. Cela ne ressemblait pas à du chagrin. Cela ressemblait à un calcul. J'ai pensé aux dernières semaines de grand-mère. Elle avait été fatiguée, se plaignant que son cœur s'emballe la nuit. Elle avait cessé de boire son thé du matin aussi souvent, disant qu'il n'avait pas le bon goût. Je lui avais rendu visite une semaine avant son décès, et elle m'avait prise à part dans la cuisine.
S'il m'arrive quelque chose, Manon, promets-moi que tu prendras soin de toi. Ne les laisse pas te presser. Elle n'a jamais dit qui était Lyle, mais maintenant je me posais la question. En bas, j'entendais papa et leur parler à nouveau à voix basse. La maison semblait trop calme, comme si elle retenait son souffle. J'ai verrouillé la porte de ma chambre, chose que je n'avais jamais faite auparavant, et je me suis allongé. Mais le sommeil n'est pas venu. Au lieu de cela, je continuais à penser aux papiers sur la table. Je savais que je ne pouvais pas les signer sans comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Papa était déjà dans la cuisine en train de faire du café. Laure était là aussi, me versant une tasse. Elle me l'a tendue avec un sourire. « Tu dois être fatigué. Bois ça. Ça t'aidera. » J'ai pris la tasse mais je n'ai pas bu. Je l'ai posée sur le comptoir et j'ai dit que je devais faire une course. Papa a demandé quel genre. Je lui ai dit que je voulais vérifier la maison de grand-mère, m'assurer que tout allait bien. Il a hésité, puis a hoché la tête. Laure m'a regardé partir et j'ai senti ses yeux dans mon dos tout le long du chemin jusqu'à la porte. J'ai conduit jusqu'à chez grand-mère, la petite maison où elle avait vécu pendant 40 ans. Elle était vide maintenant, les meubles toujours en place, l'air vicié. J'ai marché à travers les pièces, touchant les choses qu'elle avait aimées, la théière sur la cuisinière, les albums photos sur l'étagère. Dans sa chambre, j'ai trouvé le tiroir qu'elle avait l'habitude de garder verrouillé. La serrure était toujours là, mais la clé était au même endroit où elle la cachait toujours, sous la latte de planchelage près du lit. À l'intérieur du tiroir se trouvaient des relevés bancaires, des papiers d'assurance et un petit carnet. Je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de son écriture soignée. Elle avait écrit des dates et des notes. Le thé a encore un goût amer, le cœur s'emballe après le petit déjeuner. Laure a insisté pour le préparer aujourd'hui. Et puis vers la fin, je ne me sens pas en sécurité. Si je pars soudainement, vérifier le thé et protéger Manon. Mes mains tremblaient en lisant. Je ne savais pas encore ce que tout cela signifiait, mais je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Je me suis glissé hors de la maison cette nuit-là sans allumer aucune lumière. L'allée était calme, et j'ai pris la vieille clé de grand-mère du crochet près de la porte où elle la laissait toujours. Le trajet jusqu'au bureau d'Henri Charpentier n'était pas long, juste 20 minutes à travers les rues vides de la banlieue. Le bâtiment était sombre quand je suis arrivé, mais une seule lampe brillait à la fenêtre du hall. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'à la porte. Elle s'est ouverte avant que je ne frappe. Henri m'a conduite à l'intérieur sans un mot, directement à son bureau au fond. L'homme de tout à l'heure était déjà là, assis dans l'un des fauteuils en cuir. Henri a fermé la porte et a dit « Voici Marc Renard. Votre grand-mère l'a engagé il y a quelques mois. » Marc a hoché la tête mais n'a pas souri. Il ressemblait à quelqu'un qui avait passé trop de nuits à attendre des réponses. Elle est venue me voir parce qu'elle s'inquiétait de quelque chose dans sa routine quotidienne, a-t-il dit. Elle buvait du thé aux herbes tous les matins et elle a commencé à remarquer qu'il avait un goût bizarre. Elle ne voulait accuser personne, alors elle m'a demandé de le vérifier discrètement. Elle avait peur de briser la famille si elle avait tort. Il a ouvert un dossier sur le bureau et a glissé un rapport vers moi. C'était un résumé de laboratoire d'un service de test privé. La page listait les composés dans l'échantillon qu'elle avait envoyé. La plupart étaient des herbes normales, mais il y avait une ligne surlignée, substance non identifiée détectée, non conforme à la composition herbacée standard. Analyse supplémentaire recommandée. Ce n'était pas une conclusion complète, rien de définitif, mais c'était suffisant pour me tordre l'estomac. J'ai fixé le papier. Ça ne veut encore rien dire, dis-je. Ça pourrait n'être rien. Marc s'est penché en avant. Votre grand-mère pensait que c'était quelque chose. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quoi que ce soit soudainement, je devais vous montrer ça. Elle a dit que vous étiez la seule en qui elle avait confiance pour enquêter. J'ai secoué la tête. Mon père l'aimait. Il ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Henri a posé une main sur mon épaule. Elle ne l'a pas accusé directement. Elle voulait juste être sûre. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit à la police. Elle ne voulait pas qu'une grosse enquête déchire la famille. J'ai senti la pièce rétrécir. Mon esprit est retourné au cimetière, à ces mots à moitié entendus de papa et Laure, à la façon dont Laure m'avait observé toute la soirée. J'ai pensé au visage de grand-mère dans ces dernières semaines, pâle, fatiguée, mais essayant toujours de sourire quand je visitais.
Elle m'avait serré plus fort que d'habitude, comme si elle me disait adieu. Marc a fermé le dossier. Nous n'avons pas encore de preuves, mais elle voulait que vous sachiez. Si vous décidez de creuser plus profond, je vous aiderai. Sinon, partez maintenant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait courir à la maison et faire semblant que rien de tout cela n'était réel. Mais une autre partie, celle qui se souvenait des avertissements silencieux de grand-mère, savait que je ne pouvais pas. J'ai regardé Marc. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Il n'a pas répondu immédiatement. Il m'a juste regardé comme s'il attendait que je décide jusqu'où j'étais prête à aller. Je suis restée assise dans le bureau silencieux, la lampe projetant de longues ombres sur le bureau. Marc attendait, patient mais sans pousser. Henri se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la rue dehors. La pluie avait recommencé, tapant contre la vitre. J'ai pensé à la cuisine de grand-mère, la façon dont elle versait le thé dans sa tasse préférée, celle avec l'anse ébréchée. Elle disait toujours que ça portait bonheur. Maintenant, j'avais l'impression que tout ce qu'elle touchait était souillé. J'ai finalement parlé. Montrez-moi l'échantillon qu'elle vous a envoyé. Marc a plongé la main dans son sac et a sorti un petit sachet scellé. À l'intérieur se trouvait une fiole en plastique avec quelques feuilles de thé et un résidu poudreux. Elle a collecté ça de son dernier lot, a-t-il dit. Le laboratoire a trouvé l'anomalie, mais ils ont besoin de plus de temps pour des tests complets. Elle ne voulait pas attendre. J'ai pris le sachet, le retournant dans mes mains. Les feuilles semblaient ordinaires, mais savoir d'où elles venaient me donnait la chair de poule. Elle croyait vraiment que cela lui arrivait. Elle le croyait, a dit Marc. Elle a tout écrit. Date, heure, comment elle se sentait après chaque tasse. Elle était méthodique. C'est pour ça qu'elle m'a engagé, pour vous protéger si elle ne le pouvait pas. Henri s'est éclairci la gorge. Elle a laissé des instructions pour vous, Manon. Si vous les voulez, elles sont dans le coffre-fort. Mais une fois que vous les prenez, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé le dossier sur le bureau. Le rapport me fixait, ses mots froids et cliniques. J'ai pensé à papa, comment il portait les courses de grand-mère quand elle était fatiguée, comment il riait à ses blagues. Cet homme pouvait-il cacher quelque chose d'aussi sombre? L'idée me rendait malade. Mais le visage de Laure a flashé dans mon esprit. Ses yeux vigilants, son sourire trop parfait. Et ses mots au cimetière. Ils ne concernaient pas le chagrin. Ils concernaient le timing. J'ai pris une inspiration. Je veux voir ce qu'elle a laissé. Henri a hoché la tête et est allé au coffre-fort dans le coin. Il a tourné le cadran et a sorti une petite enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant avec l'écriture de grand-mère. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier et une clé USB. Le papier disait, « Manon, si tu lis ceci, je suis parti. Fais confiance à Marc. Il connaît la vérité. Le disque contient des enregistrements et des notes. Ne les laisse pas tout te prendre. Bisous, grand-mère. » J'ai serré l'enveloppe fort. Mes mains tremblaient. Marc me regardait. « Vous êtes prête pour ça? » Je ne l'étais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. Marc m'a tendu le carnet, et je l'ai ouvert avec des doigts prudents. Les pages étaient remplies de l'écriture familière de grand-mère, soignée, légèrement inclinée, de la même façon qu'elle écrivait les cartes d'anniversaire. Elle n'avait nommé personne directement. Au lieu de cela, elle utilisait des phrases qui ne prenaient sens que maintenant. Celle qui verse le thé n'est plus la personne en qui j'avais confiance. Chaque tasse apporte un nouveau type de douleur. Elle décrivait les symptômes en détail, les matins où ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir la tasse, les après-midi où ses cheveux tombaient par poignées dans la brosse, les nuits où son cœur s'emballait comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Elle a écrit comment elle avait commencé à garder de petites quantités de feuilles de thé après chaque préparation, les cachant dans une boîte sous l'évier. Une entrée disait, « Le goût a encore changé aujourd'hui. » Amer, presque métallique. J'ai fait semblant de tout boire, mais j'en ai versé un peu dans une fiole quand personne ne regardait. Elle mentionnait l'envoi d'échantillons à Marc, lui demandant de les tester en privé. Je ne peux pas encore aller voir les autorités. La famille est fragile. Si j'ai tort, je perdrai tout. Vers la fin, l'écriture devenait plus tremblante. Ils veulent la maison et l'argent. Manon, ne les laisse pas te prendre toi aussi. Tu es la seule qui reste qui pourrait voir clair dans leur jeu. Elle ne disait pas qui ils étaient,
mais le sens était clair. Elle terminait par une seule ligne, « Si je pars soudainement, promets-moi que tu prendras soin de toi. » Et Étienne, il ne sait pas. J'ai fermé le carnet, la gorge serrée. Elle nous protégeait, dis-je, même quand elle était malade. Marc a hoché la tête. Oui. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne voulait pas croire que c'était quelqu'un de proche. C'est pour ça qu'elle a gardé le silence. Il a expliqué ce qu'il avait rassemblé. Papa avait fait de mauvais investissements quelques années auparavant, des affaires immobilières qui avaient échoué. Laure l'avait poussé à emprunter davantage, promettant des retours rapides. La dette a grandi, et grand-mère était la seule à en connaître l'ampleur totale. Elle l'avait aidé auparavant, remboursant discrètement de petites sommes. Mais cette fois, c'était trop. Elle soupçonnait Laure de manipuler la situation, encourageant papa à prendre des risques qu'il ne pouvait pas se permettre. La maison vaut beaucoup, a dit Marc, et sa police d'assurance nomme votre père comme bénéficiaire avec vous et Étienne en second rang. S'il lui arrivait quelque chose, et ensuite à vous. Il n'a pas fini la phrase. Il n'en avait pas besoin. J'ai pensé à Étienne. Il n'avait que 28 ans, cherchant encore sa voie. Papa et Laure l'avaient tenu à l'écart des discussions familiales sur le testament. Il lui disait que c'était des affaires d'adultes, mais j'avais vu la façon dont il les regardait, confus, comme s'il sentait que quelque chose clochait mais ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Il le contrôle aussi, dis-je. Il ne sait rien de tout ça. Marc a approuvé. Votre grand-mère l'a mentionné. Elle craignait qu'il ne se retrouve coincé au milieu. Je me suis rassise dans le fauteuil, le carnet toujours sur mes genoux. Son poids semblait plus lourd qu'il ne le devrait. J'imaginais grand-mère seule dans sa cuisine, versant du thé en lequel elle ne pouvait avoir confiance, écrivant ses mots en secret. Elle avait porté tout cela toute seule pour nous protéger. J'ai regardé Marc. Et si on peut le prouver? Il s'est penché en avant. Nous avons besoin de plus qu'un carnet et un rapport de laboratoire partiel. Nous devons les prendre sur le fait ou au moins obtenir des preuves solides, mais c'est risqué. S'ils soupçonnent que vous êtes sur leur piste, ils agiront plus vite. Je savais ce qu'ils voulaient dire. Si papa et Laure pensaient que j'étais une menace, ils pourraient essayer de me faire taire de la même manière qu'ils l'avaient fait pour grand-mère. J'ai pensé au papier qu'ils voulaient me faire signer, la procuration qui leur donnait le contrôle sur tout. Si je signais, je leur remettrais les clés de mon avenir et de celui d'Étienne. Je ne peux pas laisser faire ça, dis-je. Ni pour Étienne, ni pour la mémoire de grand-mère. Marc m'a étudié un moment. Alors nous avons besoin d'un plan. Mais vous devez être sûr. Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête. J'étais sûr. Il a exposé les bases. Je retournerai à la maison, agirai normalement, ferai semblant d'être encore en deuil et de leur faire confiance. Nous utiliserions ce temps pour rassembler plus de preuves, peut-être installer un moyen de surveiller la maison, ou découvrir ce qu'il y avait d'autre dans les papiers. Grand-mère avait laissé des instructions pour cela aussi, cachées dans l'enveloppe. J'ai ouvert la clé USB sur l'ordinateur d'Henri. Il y avait des fichiers audio. La voix de grand-mère, faible mais claire, enregistrant ses symptômes jour après jour. Un extrait daté de sa dernière semaine. Le thé était plus fort aujourd'hui. Je l'ai à peine fini. Ma poitrine me fait mal. Manon, si tu entends ça, souviens-toi que je t'aime. Ne les laisse pas gagner. Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai fermé le fichier, les larmes brûlant mes yeux. Henri me regardait. Elle a enregistré ça pour vous. Elle voulait que vous sachiez qu'elle s'est battue. J'ai essuyé mon visage. Elle l'a fait. Et je vais finir ce qu'elle a commencé. Marc s'est levé. Alors mettons-nous au travail. J'ai quitté le bureau avec le carnet et le disque glissés dans mon sac. La pluie avait cessé, mais l'air était encore lourd. J'ai conduit lentement vers la maison, mon esprit s'emballant. Papa et Laure m'attendraient. Je devais jouer mon rôle parfaitement. Quand j'ai franchi la porte, la maison était calme. Papa était dans le salon, zappant devant la télé. Laure était dans la cuisine. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Tout va bien, Manon? J'ai forcé un petit sourire. Ouais, j'avais juste besoin d'un peu d'air. Elle a hoché la tête, mais ses yeux se sont attardés sur mon sac une seconde de trop. Je suis monté et j'ai verrouillé ma porte. Demain,
je commencerais à agir comme si rien n'avait changé, mais à l'intérieur, tout avait changé. Je suis redescendu dans la maison avec le carnet et le disque caché dans mon sac, essayant de garder un visage calme. Papa était dans le salon à faire défiler son téléphone. Laure est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Elle m'a regardé avec ce même sourire prudent. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» « Ouais, dis-je. J'avais juste besoin de réfléchir. » Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris une grande inspiration. J'ai réfléchi au papier, leur ai-je dit. Je vais les signer. Mais d'abord, faisons quelque chose pour grand-mère. Je veux qu'on dîne ensemble ce soir. Relire son projet de testament ensemble. Parler d'elle. Se souvenir des bons moments. Ça semble juste. Papa a eu l'air surpris, mais a hoché la tête. C'est une bonne idée, Manon. Elle aimerait ça. Les yeux de Laure se sont plissés d'une fraction. On peut faire ça. De quoi as-tu besoin? J'ai suggéré que nous préparions son plat préféré. Du poulet rôti avec des herbes fraîches comme elle le faisait toujours. Nous devrions aller au grand marché du centre-ville. Ils ont les meilleurs produits frais. Je viendrai avec vous. Papa a accepté tout de suite. Laure a hésité. C'est un peu loin. On pourrait juste aller au magasin local. Non, dis-je. Grand-mère disait toujours que la fraîcheur fait la différence. S'il vous plaît, faisons-le bien. Ils ont échangé un regard rapide. Papa a haussé les épaules. D'accord, allons-y maintenant. Nous avons conduit jusqu'au marché au centre-ville de Lyon, le grand avec les allées larges et les sections spécialisées. C'était à environ 40 minutes de la maison. Laure était assise à l'avant, jetant des coups d'œil vers moi de temps en temps. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Une fois à l'intérieur, j'ai pris mon temps. J'ai marché lentement dans la section des produits frais, ramassant des bottes de romarin et de thym, sentant chacune d'elles. Celle-ci sent meilleure, dis-je en tenant une botte. Laure a soupiré, mais n'a rien dit. J'ai demandé au vendeur quelles étaient les meilleures herbes pour rôtir, puis je suis allé au comptoir de la boucherie. J'ai posé des questions sur le poulet, bio ou fermier, combien de temps le cuire. Le vendeur a parlé pendant 10 minutes. Laure tapait du pied. J'ai continué. Dans l'allée des vins, j'ai pris des bouteilles en lisant attentivement les étiquettes. Grand-mère aimait ce cabernet, dis-je. Pensez-vous que c'est le bon millésime? Papa a hoché la tête distraitement. Laure a vérifié sa montre. On devrait rentrer bientôt. Encore un peu, dis-je. Je veux que ce soit parfait. J'ai fait durer ça pendant presque 2 heures. Laure devenait de plus en plus impatiente, son sourire s'effaçant. Papa essayait de me presser, mais je continuais à trouver de nouvelles choses à regarder. Au moment où nous sommes partis, le ciel était sombre. Sur le trajet du retour, Laure était silencieuse. Elle continuait à me regarder dans le rétroviseur. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, elle s'est tournée vers moi. Tu sembles différente aujourd'hui, Manon. Tout va bien? J'ai souri. J'essaie juste d'honorer grand-mère. Elle n'avait pas l'air convaincue. À l'intérieur, je suis allé dans ma chambre. J'ai vérifié le sac. Tout était encore là. Je savais que l'équipe de Marc n'avait eu qu'une courte fenêtre pendant notre absence. Ils avaient réussi à installer des caméras dans la cuisine et une dans le coin du salon. Ce n'était pas parfait, seulement 2 angles, mais c'était quelque chose. Le risque était élevé. Si Laure ou papa remarquaient quelque chose d'anormal, ce serait fini. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant. J'avais gagné du temps, mais je sentais la tension monter. Les yeux de Laure m'avaient suivi tout le voyage comme si elle essayait de comprendre ce que je savais. Papa semblait inconscient, mais je me demandais ce qu'il comprenait vraiment. J'ai pensé à Étienne. Il m'avait envoyé un message plus tôt pour me demander si j'allais bien. Je n'avais pas encore répondu. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans avant d'être sûr, mais voir comment papa et Laure le tenaient à l'écart de toute décision familiale m'inquiétait. Ils le contrôlaient aussi, à leur manière. J'ai regardé à nouveau le carnet. Les mots de grand-mère me fixaient. Ne les laisse pas te prendre toi aussi. Je ne le ferai pas. Demain, je jouerai le jeu. Mais ce soir, j'ai verrouillé ma porte et essayé de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un plan. Je suis descendu et j'ai trouvé Laure dans la cuisine.
Elle faisait du café. Papa était dehors à vérifier le courrier. Je me suis assise à la table et j'ai dit, je suis prête à signer les papiers aujourd'hui, mais assurons-nous d'abord que tout est clair. Je veux les revoir ensemble. Le visage de Laure s'est illuminé. Bien sûr, je vais les chercher. Elle a quitté la pièce et est revenue avec la pile. Nous les avons étalés sur la table. J'ai posé des questions sur chaque page, faisant semblant d'être confuse. Que signifie cette partie sur la prise de décision par substitution, ai-je demandé. C'est juste au cas où tu serais incapable de gérer les choses toi-même, a dit Laure. Nous interviendrions pour t'aider. J'ai hoché la tête lentement. C'est logique. Je veux juste être sûr. Papa est entré et s'est assis. Nous avons parcouru les documents ligne par ligne. J'ai fait traîner les choses en demandant des explications sur chaque clause. La patience de Laure s'amenuisait, mais elle répondait. Papa semblait soulagé que je coopère. Quand nous avons fini, j'ai signé là où il pointait. Ma main tremblait un peu, mais je l'ai cachée. Voilà, dis-je. C'est fait. Laure a souri. Merci, Manon. Cela rendra les choses plus faciles. Je me suis levé. Je vais me reposer maintenant. À plus tard. Je suis retourné dans ma chambre. Les caméras étaient en place. Les papiers étaient signés. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils fassent leur prochain mouvement. Je me suis réveillé tôt, la maison encore calme sauf pour le doux bourdonnement du réfrigérateur en bas. Je suis resté au lit quelques minutes, respirant lentement, préparant mon visage. Quand je suis finalement descendu à la cuisine, papa était déjà parti, probablement en train de faire des courses. Laure était là, rinçant la vaisselle de la veille. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Bonjour, Manon. Tu as l'air fatigué. Je le suis, dis-je en frottant mes yeux. Je n'ai pas bien dormi. Je pensais à grand-mère. Elle a hoché la tête, son expression compatissante. C'est normal. Tu veux du thé? Je peux faire son mélange d'herbes préféré. Je me suis assise à la table. Oui, s'il te plaît. Juste comme elle le faisait. Laure s'est tournée vers la cuisinière. Elle a rempli la bouilloire et l'a mise sur le brûleur. J'ai regardé son dos alors qu'elle attrapait la boîte de feuilles de thé en vrac. La bouilloire a cliqué en chauffant. Elle bougeait lentement comme si elle essayait d'être prudente. J'ai fait semblant de vérifier mon téléphone, mais mes yeux restaient sur elle. Quand la bouilloire a sifflé, elle a versé l'eau sur les feuilles dans la théière. Puis elle s'est écartée hors de ma ligne de mire directe, près du comptoir où se trouvait l'étagère à épices. J'ai entendu un faible cliquetis, quelque chose de petit qu'on ouvrait. Je me suis levé doucement et j'ai marché vers l'évier, faisant semblant de prendre un verre d'eau. En passant devant le comptoir, je l'ai vue. Elle avait une petite fiole en verre à la main, versant une pincée de poudre blanche dans la théière. Ses mouvements étaient rapides, entraînés. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Je me suis figé une seconde, puis j'ai continué à marcher vers l'évier. Elle ne m'a pas remarqué derrière elle. J'ai rempli le verre, pris une gorgée, et je suis retourné à la table. Laure s'est retournée avec la théière et 2 tasses. Elle en a versé une pour moi d'abord. Tiens, a-t-elle dit en la posant devant moi. Attention, c'est chaud. J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse. La vapeur montait, portant l'odeur herbacée familière. Je l'ai portée à mes lèvres, mais ma main a tremblé. Je l'ai baissée à nouveau. Désolé, dis-je. Je suis encore maladroite ce matin. J'ai posé la tasse trop vite. Elle a basculé, le thé se renversant sur la table et sur le sol. Laure a reculé d'un bond. Oh non. Je suis vraiment désolé, dis-je en sautant sur mes pieds. Je suis tellement désordonné. Peux-tu en refaire une? S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Laure a fixé la tâche un moment. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle a forcé un sourire. Bien sûr. Laisse-moi nettoyer ça d'abord. Elle a attrapé un torchon et a essuyé la table. J'ai aidé, mes mains tremblant pour de vrai maintenant. Elle a rempli à nouveau la bouilloire et a recommencé. Cette fois, je suis resté plus près, surveillant chaque mouvement. Elle a attrapé la fiole à nouveau quand elle pensait que je ne regardais pas. La poudre est tombée, juste une petite quantité, mais assez. Elle a versé la 2e tasse et me l'a tendue. Et c'est celle-ci.
Je l'ai prise. Mes doigts tremblaient tellement que le thé clapotait. Je l'ai porté à ma bouche, assez près pour que la chaleur touche mes lèvres. Pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais vraiment la boire juste pour tester si elle m'arrêterait, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai posée lentement. Merci, Lord, dis-je. Je la boirai dans un instant. Elle m'a observé un long moment. Tu es sûr que ça va? Oui, dis-je, juste fatigué. Je me suis rassise. La tasse fumait devant moi. Je savais que Marc regardait à travers la caméra dans le coin de la cuisine, mais l'angle était limité. Une vue claire du comptoir, mais pas parfaite. Si elle avait été plus rapide, ou si je n'étais pas intervenu, la preuve n'aurait peut-être pas été suffisante. Le risque semblait trop élevé. Un faux mouvement et tout pouvait s'effondrer. Laure est retournée à l'évier, rinçant la théière. J'ai fixé la tasse. Le thé avait l'air innocent, mais je savais à quoi m'en tenir maintenant. Mes mains tremblaient encore. J'ai pensé à grand-mère, combien de fois elle s'était assise à cette même table en buvant ce en quoi elle n'avait pas confiance. Je devais finir ça bientôt. Je me suis levé et j'ai marché vers le salon. Papa était de retour, assis sur le canapé. Il a levé les yeux. Tout va bien? Wade, dis-je, je prends juste un peu de thé. Il a hoché la tête et est retourné à son téléphone. Je me suis assise en face de lui. Laure est entrée une minute plus tard portant sa propre tasse. Elle s'est assise à côté de papa. Tu devrais le boire avant qu'il ne refroidisse, a-t-elle dit. J'ai repris la tasse. Ma main tremblait. Je l'ai approchée, faisant semblant de souffler dessus. Puis je l'ai posée. En fait, je pense que je vais attendre un peu. Mon estomac n'est pas au top. Le sourire de Laure s'est crispé. Comme tu veux. Je suis resté là un moment à parler de rien, du temps, des voisins, n'importe quoi pour combler le silence. Papa semblait détendu. Laure continuait à jeter des coups d'œil à ma tasse. Je savais qu'elle attendait que je la boive. La caméra captait tout, mais l'angle n'était pas idéal. Marc m'avait prévenu à ce sujet. Si la poudre n'était pas visible clairement, cela pourrait ne pas tenir. Je devais m'assurer qu'il le refasse ou trouver un moyen d'obtenir une meilleure preuve. J'ai pensé à Étienne. Il était en haut, probablement encore endormi. Je ne l'avais pas vu depuis la veille au soir. Je me demandais s'il savait quelque chose. Papa et Laure l'avaient tenu à l'écart de tout, lui avait dit que le testament était privé, mais il faisait partie de cette famille aussi. Je me suis excusé et je suis monté. La porte d'Étienne était fermée. J'ai frappé doucement. Il a ouvert, l'air endormi. Et, a-t-il dit. Ça va? Ouais, dis-je, je venais juste voir comment tu allais. Il a frotté ses yeux. Maman et papa agissent bizarrement. Ils n'arrêtent pas de demander si je t'ai parlé des papiers. J'ai hoché la tête. Ils me poussent à signer des trucs. Je gère. Il a froncé les sourcils. Quel truc? Rien d'important, ai-je menti. Juste des affaires de famille. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il n'a pas insisté. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Je l'ai serré rapidement dans mes bras. Je le ferai. De retour en bas, Laure attendait. Tu devrais boire ton thé, a-t-elle dit. Ça t'aidera à te détendre. Je l'ai repris. Cette fois, j'ai fait semblant de prendre une gorgée. Le liquide a touché mes lèvres, mais je n'ai pas avalé. Je l'ai posé. Ça a un goût un peu bizarre, dis-je. Le visage de Laure a changé juste une seconde. Puis elle a souri. C'est peut-être le nouveau mélange. J'ai hoché la tête. Peut-être. Je savais que la caméra l'avait capté, mais le risque était toujours là. Une étape de plus et je pouvais finir ça. Je me suis levé de la table, mes mains stables maintenant, malgré les battements dans ma poitrine. Le thé restait intact devant moi. Laure m'observait de près, son sourire disparu. Papa a levé les yeux de son téléphone, confus. Grand-mère savait tout, dis-je, ma voix claire. Elle a laissé un carnet et des échantillons. Elle savait ce qui se passait. Le visage de Laure est devenu pâle. Papa s'est figé. Manon, de quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application que Marc avait installée. Le flux en direct de la caméra de la cuisine est apparu. J'ai tourné l'écran vers eux.
Regardez ça. La vidéo montrait Laure au comptoir plus tôt. La fiole dans sa main, la poudre blanche tombant dans la théière. C'était assez clair. L'angle captait ses mouvements parfaitement. Le souffle de Laure s'est coupé. Papa fixait l'écran, la couleur quittant son visage. Laure a reculé. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Daniel, dis-lui que ce n'est pas ce que ça a l'air. Papa n'a pas parlé. Il continuait juste à fixer la vidéo. Sa bouche ouverte. J'ai continué. Elle a tout écrit. Les symptômes, le goût amer, la façon dont vous agissiez tous les deux. Elle savait que vous vouliez la maison, l'assurance, tout. Les yeux de Laure ont dardé vers papa. Daniel, dis quelque chose. Il m'a finalement regardé. Manon, je ne savais pas. Je le jure. Laure a ri, un son aigu et paniqué. Il ment. Il a tout planifié. J'ai juste suivi parce qu'il m'a menacé. Papa a secoué la tête. Non. Laure, arrête. Je ne les ai pas laissés se disputer. Les papiers que vous m'avez fait signer. Ce n'était pas juste une procuration. C'était une directive de fin de vie vous donnant le droit de prendre des décisions médicales pour moi si j'étais incapable. Vous vouliez me déclarer inapte, prendre le contrôle et m'exclure de l'héritage. Laure s'est jetée sur le téléphone. Éteins ça. Je l'ai retiré. C'est trop tard. Les images sont déjà sauvegardées, et la police regarde en ce moment même. À ce moment-là, les portes avant et arrière se sont ouvertes violemment. Des officiers en uniforme se sont précipités à l'intérieur, armes au poing. Police. Main en évidence. Laure a crié et s'est jetée au sol, les mains sur la tête. Papa a levé les bras lentement, les yeux écarquillés. 2 officiers ont menotté Laure en premier. Elle continuait de crier. C'était lui. Il m'a obligé à le faire. Papa n'a pas résisté. Il m'a juste regardé, brisé. Manon, je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Étienne est descendu en courant, les cheveux en désordre à cause du sommeil. Il s'est arrêté en bas, fixant le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Un officier l'a retenu doucement. Restez ici, fils. Étienne m'a regardé. Manon. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis approché de lui. Ils ont fait du mal à grand-mère. Ils ont essayé de me faire du mal aussi. Son visage s'est décomposé. Non. Papa. Papa ne pouvait pas croiser son regard. Les officiers ont lu leur droit. Laure continuait de blâmer papa. Sa voix était perçante. Papa restait silencieux, tête baissée. Alors qu'il les emmenait, Étienne a attrapé mon bras. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais rien. Je l'ai cru. Il avait été tenu dans l'ignorance, tout comme grand-mère le voulait pour le protéger. La maison s'est remplie d'activités policières, photos, sacs de preuves, déclarations. Marc est arrivé plus tard, coordonnant avec les détectives. Il m'a fait un petit signe de tête. Vous avez bien agi. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais vide. Ils ont emmené papa et Laure. Étienne s'est assis avec moi sur le canapé pendant que les officiers travaillaient. Il pleurait doucement. Je lui tenais la main. Quand le dernier officier est parti, la maison était à nouveau silencieuse. Étienne m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai pris une inspiration. On s'en sort ensemble. Mais je ne peux plus rester ici. Il a hoché la tête. Je comprends. J'ai fait un sac ce soir-là. J'ai quitté la maison le lendemain matin. Je ne me suis pas retourné. Des mois plus tard, le tribunal de Lyon semblait plus froid que le cimetière où nous avons enterré grand-mère. La voix du juge a résonné dans la salle alors qu'il lisait la sentence que Daniel Dubois a reçue, réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle d'orchestrateur principal. Laure a reçu une peine réduite en raison de preuves moins directes et de sa coopération avec l'enquête. Les accusations portaient sur le fait d'avoir causé des dommages entraînant la mort de grand-mère et complot pour me nuire. La salle d'audience était calme, à l'exception des sanglots étouffés de quelques parents au fond. Étienne était assis à côté de moi, serrant ma main fort. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrestation. J'ai regardé papa une dernière fois alors qu'il l'emmenait.
Il ne s'est pas retourné. Laure a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, les yeux rouges, mais je me suis détourné. Il n'y avait plus rien à dire. Après l'audience, Étienne et moi sommes sortis ensemble. La pluie avait cessé, laissant le ciel gris et lourd. Il s'est arrêté sur les marches du palais de justice. Manon, je suis désolé. J'aurais dû le voir. Tu ne savais pas, dis-je. Aucun de nous ne savait. Grand-mère nous a protégés tous les deux. Il a hoché la tête lentement. Et maintenant? Maintenant. J'ai pris une inspiration. Je déménage à Bordeaux. J'ai besoin d'espace. Je vais garder la maison. La maison de grand-mère, mais je ne peux plus y vivre. Pas avec tout ce qui s'est passé. Il a baissé les yeux. On peut encore se parler? Pas tous les jours, mais parfois. J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Contact minimal. Pas de visite. Mais oui, on peut se parler. Tu es mon frère. Ça ne change pas. Il m'a serré fort dans ses bras. Merci. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-mère cet après-midi-là. Les clés semblaient lourdes dans ma main. J'ai marché à travers les pièces, touchant les meubles qu'elle aimait, la théière sur la cuisinière, les albums photos sur l'étagère. La maison était calme, mais elle ne semblait pas vide. Elle ressemblait à un endroit qui avait besoin d'un nouveau but. J'ai décidé de la transformer en refuge pour les femmes fuyant la violence domestique. J'ai travaillé avec des organisations locales pour l'aménager, des chambres pour des séjours de courte durée, un espace de conseil dans le salon, un jardin à l'arrière où elle pourrait s'asseoir et respirer. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour le financer. Grand-mère aurait voulu ça. Elle disait toujours que la maison était faite pour abriter les gens, pas seulement pour garder des souvenirs. J'ai déménagé à Bordeaux quelques semaines plus tard. J'ai trouvé un petit appartement près de la rivière. C'était simple, calme. J'ai commencé un nouveau travail dans une association à but non lucratif aidant à la planification financière pour les familles en crise. Chaque jour semblait un peu plus facile que le précédent. Je ne parle ni à papa ni à Laure. Le tribunal a ordonné une interdiction de contact et je ne l'ai pas contesté. Étienne appelle parfois, de courtes conversations sur sa vie, son travail, rien de profond. Nous sommes prudents. Nous essayons. Je pense encore à grand-mère tous les jours. Elle s'est battue en silence pour nous protéger. Elle a laissé les indices, le carnet, le disque parce qu'elle croyait que je les trouverais. Elle avait raison. L'avidité peut détruire une famille. Elle peut transformer les gens que vous aimez en étrangers. Mais la vérité trouve toujours un chemin, même quand ça fait le plus mal. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir pour vous protéger, pour honorer ceux qui se sont battus pour vous, et pour construire quelque chose de mieux à partir des morceaux laissés derrière. Je garde la théière de grand-mère sur mon étagère. Elle me rappelle que certaines choses valent la peine d'être sauvées et que d'autres valent la peine d'être laissées.